On va rester dans le thème avec encore de la poésie. Donc Mickaël, j'espère que tu vas enfin faire répondre à notre souhait de faire des alexandrins. Du coup, QGIS au cœur du système d'information du rhum de Martinique. Merci, c'est sympa. Je crois que Sébastien Payette a hier fait un travail sur l'importation du rhum. Ouais, t'es au fond, ouais, je comprends. C'est bon? Alors c'est CTRL-ALT-L. CTRL-ALT-L, c'était ALT-L avant. CTRL-L, pardon. CTRL-L. Merci. Merci à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis Mickaël Douchin de 3 Lise. Je vais présenter aujourd'hui. L'idée, c'est de présenter comment QGIS peut être au cœur de beaucoup de choses et aussi, dans ce cas-là, de la plateforme. Alors, SINP, je décrirai ce que c'est, mais en gros, c'est des données naturalistes, faune-flore, en Martinique. Donc, la plateforme qui a été créée à partir de tout ça s'appelle Madinati. Et elle a été créée dans le cadre de l'Observatoire martiniquais de la biodiversité, l'OMB. Et on a surtout travaillé avec le parc naturel régional de Martinique et avec ses partenaires. Donc le portail SINP de la Martinique, qu'est-ce que c'est? L'idée, les objectifs, c'est de collecter, qualifier, stocker les données d'observation faune-flore. Donc tout ce qui est observation d'oiseaux, de plantes, de mousses, de brebis, de rats, enfin, tout ce qu'on peut observer de vivant peut y être stocké. C'est une plateforme régionale, ce qu'on appelle le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, ou SINP. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter le regroupement des données qui sont issues d'acteurs, on va dire, divers, de regrouper tout ça pour pouvoir le diffuser et l'exploiter, faire des statistiques, faire des rapports, faire des études d'impact et des études sur tout ce qui est risque faune-flore, espèces en voie d'extinction ou autre. Donc c'est un réceptacle de données d'origine diverse, je disais, et on va importer des données d'acteurs très différents. Ça peut être des collectivités, ça peut être des associations, des données grand public par des applications type mobile où on peut tous aller prendre des photos d'espèces. Et donc c'est en fait un silo de données. Et derrière, l'interface qui permet au grand public, mais surtout aux acteurs, d'accéder à ces données-là, est basée sur l'ISMAP, s'appelle Madinati. Et l'idée, c'est d'avoir un outil de recherche et d'affichage des observations, avec des critères d'affichage qui sont assez classiques dans ces environnements naturalistes, par exemple sur du maillage, avec des rapports qui permettent de montrer différentes statistiques. Et tout ce système-là, en fait, ça, c'est qu'une plateforme, c'est l'iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg. L'idée, c'est que derrière, bien sûr, il y a de la donnée. Donc, il y a du PostgreSQL, il y a du QGIS, il y a de l'exploitation, du traitement, de la validation de données, et il y a aussi tout ce qui est jeu d'acteurs et de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une donnée sensible, qu'est-ce qu'une donnée voilà, importante ou pas à diffuser pour le grand public ou pour les experts. Alors, les fonctionnalités principales. Donc, on affiche des données de référence, les communes, les mailles, les masses d'eau. On peut bien sûr faire des recherches de ces observations faune-flore avec différents critères. On va les visualiser sur la carte, carte qui est basée sur un projet QGIS, bien sûr. Et on a ensuite des tableaux de données qui vont nous offrir des statistiques, par exemple de nombre d'observations par groupe d'espèces ou par jeu de données, enfin voilà, différents critères qui répondent à un standard qui s'appelle le standard occurrence de taxon. Standard du Muséum national. Et dans les fonctionnalités, on a aussi des exports, des visualisations, exports de fiches de taxon ou d'export des données dans différents formats. Donc quelques éléments d'interface. On a ici une recherche qui a été faite qui montre des prélèvements d'iguanes communs, sous-entendu des mises à mort, parce que c'est une espèce invasive en Martinique par rapport à l'iguane des Petites Antilles, qui lui est local. Et donc des données qui sont non sensibles et que je peux montrer ici avec un affichage cartographique. On a la possibilité d'avoir une fiche qui décrit toute l'observation avec différents champs normés, avec une nomenclature. On parlait de Compligis ce matin, c'est un petit peu cette idée d'avoir des listes de valeurs, d'une nomenclature, des standards à respecter. Et donc c'est le but un peu de cette plateforme, c'est d'intégrer toutes les données dans le standard et de pouvoir ensuite présenter des fiches d'espèces et des observations sur les espèces. Ici, on a un moqueur à gorge blanche. Alors, l'écosystème est centré autour de QGIS, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Donc tout est basé sur des logiciels libres avec bien sûr QGIS, PostgreSQL, QField pour la recueil de données terrain, l'ISMAP pour la partie web, pour la plateforme Adinatic que je viens de présenter, mais aussi, on verra plus tard, pour de la saisie de données, et QGIS Server qui permet de propulser des cartes QGIS sur Internet aussi, et qui est le serveur cartographique utilisé par l'ISMAP. Alors premier travail, c'est l'import de données. On a des données, j'avais dit, d'acteurs différents. Et donc, QGIS, bien sûr, sert de boîte à outils. Tout géomaticien l'utilise pour ça. On va ouvrir des jeux de données. J'ai fait un TP hier sur les expressions basées sur un petit exemple comme ça, avec un fichier LibreOffice ou même Excel, avec des données plus ou moins conformes à ce qui est attendu, donc avec des possibilités de vérification, des expressions pour vérifier le contenu, utiliser des plugins comme Compligis ou comme d'autres plugins ou des expressions pour aller valider les données. On a ensuite la possibilité d'exporter des données vers PostgreSQL avec l'outil de la boîte à outils de traitement basé sur OGR que je conseille pour les performances. Et puis bien sûr, QGIS permet la mise en forme des données, que ce soit les fonds référentiels, les communes, les mailles ou les choix de symbologie, de sémiologie sur les affichages qu'on peut faire sur les observations. Petit exemple d'affichage, pas forcément très joli, mais j'ai montré un peu tout ce qui était possible là, sur les données, les zonages de protection, donc tout ce qui est parc, zone du conservatoire du littoral ou les SNIEF de type 1 et 2. Enfin, voilà. Alors, ensuite, bien sûr, on va retravailler ces données-là. Donc on a cette possibilité d'utiliser, je parlais de l'algorithme pour factoriser les champs peut-être, pour exploiter QGIS un peu comme un ETL. On a des expressions qu'on peut utiliser pour nettoyer la donnée. J'ai fait une présentation aussi l'année dernière là-dessus, qui était un peu le parent du workshop d'hier. Donc il y a un lien dans la présentation. Et puis ensuite, QGIS, une fois qu'on a importé les données, il va falloir qu'on puisse les faire vivre et notamment saisir des nouvelles données. Donc on a conçu à partir de QGIS et publié via l'ISMAP ou QField ce qu'on appelle des masques de saisie là-bas. Donc un masque de saisie par protocole d'observation, donc pour différentes espèces. Donc on a des saisies, suivi des espèces exotiques envahissantes, suivi des gîtes tachyroptères, donc tout ce qui est chauve-souris, les iguanes et d'autres masques. Ça a été conçu dans QGIS avec les formulaires et publié dans l'ISMAP. L'idée, c'est qu'on va vraiment exploiter tout ce qui est, alors on l'a déjà pas mal vu aujourd'hui, mais tout ce qui est puissance des formulaires QGIS avec ses onglets, ses groupes, ses expressions, ses contrôles. J'avais fait une présentation aussi là-dessus pour ceux qui sont intéressés, pour voir un petit peu comment on peut prendre un projet QGIS et ensuite l'exploiter dans différents portails. Donc un formulaire QGIS avec ses groupes et ses contraintes, et un équivalent à peu près dans l'ISMAP. C'est pas tout à fait le même formulaire, mais c'est pour montrer qu'on a ce jeu entre QGIS et d'autres outils comme QField, Margin Maps ou l'ISMAP qui permettent d'avoir un seul outil et d'exploiter sa donnée dans l'ensemble de cet écosystème. Donc QField, alors j'ai dit des projets QGIS dans la poche. QField ou Margin Maps, j'ai pas non plus vraiment d'avis très tranché. Les deux ont leurs qualités, inconvénients. Ils ont tous les deux une bonne documentation et ils ont tous les deux la caractéristique principale de prendre le projet QGIS et de le mettre dans la poche, quoi. Android, iPhone, c'est des projets qui sont très très dynamiques, qui évoluent bien, qui suivent bien les évolutions de QGIS. Donc vous allez quasiment rarement être déçu par j'avais ça dans QGIS mais je l'ai pas encore dans mon outil. Et donc le principe, bien sûr, c'est que j'ai un projet QGIS, j'exporte des données dans un GeoPackage, je crée du coup une version portable de mon projet, je le publie sur mon téléphone, soit avec un fil, soit via les plateformes QGIS Cloud, QField Cloud, ou Merging Maps. Et puis, bon, après, des petits trucs et astuces, mais on peut générer avec un algorithme de traitement de QGIS une sorte de carte sur différentes échelles qui aurait du coup des symbologies qui vont changer en fonction de l'échelle dans un format qui était bien pour ça, qui est un peu moins utilisé aujourd'hui, mais qui s'appelle le MBTiles et que je trouve encore pertinent dans ce cas-là. On n'est pas obligé de faire du coq, par exemple, pour ça, et surtout, ce format a cette symbologie qui va changer en fonction du niveau de zoom. Alors QField, on le configure dans QGIS. On va choisir les couches qu'on va pouvoir exporter, celles qui vont rester telles quelles, celles qui vont être ensuite saisies pour de l'édition hors ligne. Donc quand on est sur des zones non couvertes, c'est pratique. Et les bonnes pratiques,
on a fait un projet spécifique par acteur et par masque de saisie, mais on essaie d'avoir un modèle de données qui soit portable, modulaire et adaptable, qui ne change pas trop en fonction des masques, pour pouvoir avoir après des outils de traitement, d'analyse des données et de réimport qui soient les plus cohérents possibles. On utilise bien sûr toutes les possibilités de QGIS, donc les formulaires, les thèmes de cartes qui ont été présentés tout à l'heure, qui sont vraiment une fonctionnalité pas assez connue de QGIS. C'est très pratique dans QGIS, mais ça l'est dans l'Atlas, ça l'est dans les composants, enfin les mises en page, pardon, et bien sûr dans QField, les Merging Maps, on va les retrouver aussi. On a le nommage d'entité qui n'est pas très connu aussi. Ça permet de faire, en effet, d'afficher un nom pour chaque objet d'une couche, mais on peut faire aussi des recherches dans QGIS sur cette entité nommée. Alors bien sûr, limite au maximum les données à saisir. La volumétrie de vos couches, si vous n'avez pas besoin, faites des fonds type image. Le embêtage, ça peut être pratique. Et évitez les couches en ligne si vous n'êtes pas sûr des performances, genre certains serveurs WFS qui peuvent parfois avoir des soucis qui, sur le terrain, si vous en aviez besoin, peuvent vous poser des problèmes. L'interface de QGIS, donc on a une carte en plein écran, des boutons pour zoomer, un menu hamburger, comme on dit, pour ouvrir le panneau qui va lister les couches, les thèmes de carte et accéder aux paramètres. Et puis on peut faire un appui long sur la carte pour aller récupérer après les informations. C'est l'équivalent d'identifier dans QGIS. On a la légende qui va afficher l'arbre des couches. Et on a des boutons ensuite pour basculer dans un mode édition. C'est ça qui perturbe souvent les gens dans QField par rapport à Merging, c'est qu'on est obligé de passer dans un mode spécifique. Mais il a du bon aussi, c'est que ça oblige la personne à dire « je veux faire de l'édition ». Donc je ne pense pas qu'on puisse faire des comparaisons faciles entre les deux outils, mais prenez le temps de tester chacun des deux et d'apprécier les qualités de chacun des deux. Là, je montrais juste un formulaire avec un exemple de formulaire en rouge qui m'empêche de faire la saisie parce que j'ai des champs obligatoires qui sont manquants, par exemple. Donc, vous assurez vraiment que sur le terrain, vous aurez une donnée qui va correspondre à votre masque de saisie et que le géomaticien ou même vous-même, vous ne le retrouviez pas avec des données dommages mais manquantes. On supporte des relations, bien sûr, dans tous ces outils-là. Donc, ça veut dire que si vous avez une ou plusieurs photos à prendre sur une observation d'oiseaux, vous pouvez en prendre plusieurs. Les formulaires vont être présentés comme il faut et vous allez avoir votre donnée correcte ensuite et exploitable dans la base. La synchronisation, c'est un point qui est le plus sensible, qui est le plus complexe et souvent les gens cherchent très très compliqué aussi. Dans la plupart des cas, vous partez seul sur le terrain ou vous partez à plusieurs mais vous n'observez pas les mêmes choses. Chacun se répartit, toi tu vas voir les acacias, moi je vais voir par ici. On n'est peut-être pas obligé de faire ces tests de cohérence, on a tous édité le même objet sur la même colonne en même temps. La plupart du temps, c'est méthodologique. C'est comme ça qu'on évite les problèmes de synchronisation. On utilise des champs UUID, par exemple, pour qu'ils aient pas que si moi je prends une espèce, elle n'est pas le numéro 5 et toi aussi le numéro 5. Donc il y a des techniques et des méthodos déjà. Et ensuite, ces outils permettent de faire une synchro. Donc il y a 3 méthodes pour QField en tout cas. On utilise le plugin comme ça a été montré au Calvados pour le vélo. C'est le plus simple quand on a des données légères, qu'on est un peu seul sur le terrain. On peut aussi très bien copier-coller les données entre 2 tables attributaires. Si vous êtes tout seul et que vous faites la saisie de 10 lignes, vous copiez vos 10 lignes, vous les collez dans votre table attributaire Postgres. Ça va marcher. Pas besoin de se dire est-ce que ça va planter quand je lance synchroniser. Non, vous savez ce que vous faites, c'est que de la saisie. Et bien sûr, si vous avez ensuite de la modification avec une équipe de 15 personnes avec des droits différents, utilisez dans ces cas-là ces outils type QField Cloud ou Merging Maps qui vous permettent de gérer ces synchronisations, ces groupes d'utilisateurs, mais restez simple quand c'est simple. C'était mon conseil là, pour aujourd'hui. On va finir là-dessus. Conclusion. Peut-être j'ai été rapide, j'en sais rien. QGIS permet du coup de visualiser, de préparer, d'importer les données. Donc ça, vous l'utilisez tous les jours, vous savez bien. On l'utilise, je ne trouve pas encore assez souvent pour analyser, corriger, mettre au format certaines données. On a parlé de Compligis ce matin. Il y a des expressions qui reviennent que vous pouvez aussi stocker dans vos expressions utilisateurs. Ça permet de faire pas mal de boulot. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par d'autres outils type FME pour ceux qui ont, ou surtout moi, je fais beaucoup de traitements PostgreSQL pour faire de la validation derrière. Si vous avez une base, si vous savez faire, utilisez PostgreSQL, mais rien qu'avec QGIS, on peut déjà se faire pas mal de boulot. L'ISMAP basé sur QGIS Server qui permet de proposer à des utilisateurs des cartes en ligne, du coup qui ne seraient pas experts de QGIS mais qui peuvent faire de la saisie terrain quand ils ont l'ordinateur ou alors même sur le terrain s'il y a de la connexion Internet.
et QField qui permet de proposer aux non-géomaticiens, et Emerging Maps aussi, des cartes qui vont être portables pour visualiser ou même faire de la saisie de données. Voilà, j'ai fini. Merci de votre attention. Et puis, merci à tous les acteurs aussi du parc de m'avoir accueilli en Martinique et de m'avoir fait partager aussi leurs connaissances et leurs trucs sympas sur la Martinique. Dire que je t'aimais bien avant que tu dises que tu as été allé en Martinique. C'était bien ? Ouais. Pardon, je t'entends pas. Tu parles dans le micro. Dans le micro. C'est bien, mais souvent, tu sais, t'es dans une salle avec un vidéoprojecteur quand même, la plupart du temps. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais, c'est... Ouais. Il y a des acacias dans les... Oui. Ah. Il y a du genre acacia, oui. Viens, on parle. Qui a des questions, des réactions ? Oui, bonjour, Benjamin, géomaticien, bureau d'études de Biotop. Donc le sujet m'intéresse grandement, forcément, et on est aussi utilisateur LISMAP. Juste pour savoir, est-ce qu'il y a eu des retours sur les usages grand public ? C'est-à-dire là, vous avez développé une interface LISMAP, où j'imagine le grand public peut saisir, et est-ce que le projet QField a été diffusé aussi au grand public, et est-ce que du coup, il y a eu des usages via QField, ou est-ce que c'est plutôt via LISMAP que le grand public a participé à enrichir la base naturaliste ? Alors, je vais dire non aux deux. C'est pour l'instant peu à usage du grand public. C'est-à-dire que l'application est en effet consultable par le grand public, l'application pour faire des recherches d'observation. Le but, c'était de porter à connaissance du coup tout ce qui est données naturalistes. Mais ça reste encore un outil qui est pour l'instant pas en construction, mais on a une dizaine de jeux de données importés. Donc la donnée doit être enrichie au fur et à mesure. Donc il y a tout ce travail d'animation, d'aller vers les acteurs et de récupérer de la donnée. Il n'y a pas de saisie de données par le grand public. La saisie de données, c'était par les acteurs. C'est-à-dire que ces masques de saisie, ils étaient proposés aux acteurs pour remplacer leur feuille Excel ou d'autres outils, plutôt que pour le grand public. Et pour le grand public, il y a 2-3 applications assez bien faites. Une du muséum, d'autres faites par Géonature, je crois, qui sont beaucoup utilisées. Et normalement, la donnée remonte au niveau national. Et l'idée de la plateforme régionale, c'est de pouvoir les rapatrier, vu qu'on partage un standard normalement équivalent. C'est en cours. Mais pour l'instant, le plus dur dans les observations grand public, c'est la validité de l'observation. Donc il faut qu'il y ait de l'animation, il faut des experts pour valider l'observation, pour différents taxons, différents groupes d'espèces. Et c'est ça le plus compliqué. Donc voilà, pas de saisie avec ces deux outils par le grand public, mais seulement par des connaisseurs. Mais alors, si je reformule pas le grand public, mais alors ces acteurs, parce que dedans il y a des associations, il y a des institutions, il y a toutes sortes d'acteurs, et lequel ils privilégient ? Je repose la même question, mais pas sur le grand public, sur ces acteurs. Par exemple, pour les photos, s'il y a un besoin de validité, est-ce qu'ils sont plus à l'aise de tout remonter une fois de retour chez eux ou au bureau ? Ou bien est-ce qu'ils ont vraiment joué le jeu de QField et des problèmes de synchronisation ? Alors, sur le QField, c'est surtout le parc, sur des protocoles du parc qui ont été formés à l'outil et qui sont en utilisation. Tout le monde ne va pas utiliser QField. Et il y a encore, le plus compliqué dans ces systèmes-là, c'est en effet de convaincre, de transmettre ces outils aux acteurs et de ne pas se dire ça va aller plus vite de prendre leur fichier et puis de l'intégrer nous-mêmes. Et la plateforme est en place depuis 6 mois, donc c'est vraiment un travail qui est en cours. On n'est pas du tout sur 5 ans d'historique où on peut dire qu'on a vraiment, on va dire, automatisé et permis à tous les acteurs d'utiliser les outils. Il y a certains acteurs qui ont été ciblés comme étant moteurs qui participent via ce biais-là. Et on a aussi fait un outil un peu à la Compligis, mais basé sur Postgres, d'import d'un fichier CSV pour vérifier sa conformité au standard. Parce que le standard d'occurrence de taxon, il est compliqué. Et il y a une cinquantaine de règles.
sur la nomenclature, sur la donnée peut pas être comme ça si elle est comme ci, ici. Et donc ça permet déjà de valider les données en amont et de pouvoir revenir vers le producteur et lui dire est-ce que tu peux s'il te plaît modifier ça, ça et ça parce que c'est pas conforme. Donc les applis, je dirais, elles viennent presque à la fin. Tout le travail là que j'ai pas montré aujourd'hui, c'est le travail d'intégration de la donnée, de monter en compétence des acteurs et sur des acteurs qui ont parfois pas le temps. Pas évident. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Soucis, angoisse, problème de vie? Non. Oui, oui. Ouais, Kelly Codel-Renault de Vive Armor Nature. Donc moi aussi c'est un peu mon domaine. Et du coup il y a une petite question que je me posais parce que nous on l'a souvent, à savoir qu'est-ce qui vous avait poussé à partir sur une solution vraiment QGIS et pas comme on nous l'incite beaucoup dans ce domaine-là, de partir sur GeoNature par exemple. Alors moi je suis le prestataire. Donc... Je fais du QGIS depuis 15 ans. Moi, j'incite tout le monde à faire du QGIS. Qu'est-ce qu'il y a? Même pour ses courses. Alors, c'est issu d'un historique. Depuis le premier outil que Trolley avait conçu, c'était pour le Conservatoire botanique de La Réunion en 2009, basé pas du tout sur QGIS Server, mais sur Map Server, sur d'autres technologies. Après, il y a QGIS Server qui est sorti. On a sorti l'ISMAP et il y a la Guadeloupe qui a demandé d'avoir la même chose que la Réunion. Et on s'est dit, on va essayer de le porter dans l'ISMAP. Donc on est forcément allé vers QGIS. Et puis ensuite, QField, Merging Maps sont sortis. Et on s'est dit, jolis outils, on peut faire tout ça. Et donc c'est plutôt comme ça que c'est né. Je pense qu'à la Martinique, ils étaient déjà utilisateurs de QGIS, convaincus. Est-ce que c'est pour des problèmes, des questions de coût au départ ou parce qu'aussi QGIS est de plus en plus montré dans les formations, je pense, géomaticiens. Je trouve qu'on voit peut-être pas assez d'étudiants dans ce type de rencontre, mais quand je suis sorti, moi, il y a 10-15 ans, peut-être même plus, de l'école, on n'était pas formé à QGIS quasiment. C'était vraiment que les outils propriétaires parce que c'était ceux qui permettaient de faire ce qu'on devait faire en tant que géomaticien. Aujourd'hui, la plupart des élèves étudiants sont formés à QGIS. Je pense que du coup, c'est le premier outil que les gens utilisent. Donc quand on leur dit qu'on a un outil basé sur QGIS pour faire ça, ok, super. Merci. Il y a une question au fond. Oui, Félix Inquel, donc bureau d'études CAROM biodiversité en montagne. J'avais une question par rapport à la validité, cette fois scientifique, des données. Par exemple, l'environnement GeoNature avec les portails de visualisation qu'ils ont. Aussi, je sais qu'il y en a en Bretagne, je ne me souviens plus de son nom, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a Biodivora par exemple, mais qui a une certaine validité scientifique des données par rapport aux acteurs qui vont renseigner cette donnée-là. Qui sont les acteurs qui remplissent, qui font ces observations, et est-ce qu'on a des critères de validité de cette observation? Je sais que principalement sur tout ce qui est les botanistes, il y a énormément de critères qui sont assez spécifiques. Et comment est-ce qu'on valide scientifiquement la cohérence de la base de données? Alors déjà, il y a la réponse du standard. Dans le standard, il y a une validation qui peut être faite avec des critères. Elle peut être manuelle, elle peut être automatique, elle peut être combinée. Et sur 3 échelons, producteur, régional, donc la plateforme régionale et nationale. Donc ça, c'est le standard. Et nous, on a mis en place un outil de validation automatique des données, un peu comme la présentation de ce matin. On a une liste de critères qui permet comme on pouvait tester la validation par rapport au standard, est-ce que les champs sont conformes? On a la même chose, on peut très bien dire, si, je sais pas moi, mais telle observation d'oiseaux nicheurs est vue entre avril et mai à côté d'un cours d'eau, c'est pas possible, donc ça va être douteux. Donc ça, c'est une première validation qui est lancée et il y a la plateforme... douteux. Oui, ça c'est douteux. Je prends l'exemple de la plateforme de La Réunion qui a 500 règles pour l'ensemble de différents groupes taxonomiques, et ils sont allés voir chacun des experts et ils ont mis en place ce qu'on appelle un protocole de validation normé avec des règles prévues et partagées entre acteurs. Et ce qui est le plus dur, c'est de se mettre d'accord. Et donc ça, c'est la validation déjà automatique. Et ensuite, il y a un outil de validation en ligne dont je n'ai pas parlé là, mais où les gens peuvent revenir, sélectionner des observations en tant que validateur scientifique, parce qu'il a la bonne casquette. Et sur les observations de tel et tel taxon, il peut aller dire non, ça, c'est pas comme ça, ou pour reposer des questions au producteur. Donc il y a tout ce système-là aussi derrière, qui n'a pas été montré là aujourd'hui. Merci. Non, mais est-ce qu'il y a encore une dernière question? Courte.
Non. Bon. Eh bien, merci, Mickaël. Merci.